Et si tout ce que nous pensions savoir sur l'univers était incomplet? Et si notre carte de la réalité, soigneusement élaborée au fil des décennies, commençait à se fissurer sous le poids de nouvelles observations? C'est une question que se pose Adam Ries, physicien lauréat du prix Nobel à l'université Johns Hopkins, un homme dont la carrière a été consacrée à mesurer la vitesse à laquelle le cosmos s'éloigne. Et il n'est pas dramatique. Il lit ses propres données et nous dit clairement que quelque chose dans notre modèle de la réalité ne concorde pas. Pendant près d'un siècle, la cosmologie a reposé sur un cadre élégant unique, le modèle standard. C'est un ensemble d'équations et d'hypothèses qui décrit tout, depuis la première fraction de seconde après le Big Bang. Il a fonctionné à merveille pendant des décennies, expliquant observation après observation avec une précision presque suspecte. Et puis, le télescope spatial James Webb est entré en service. Ce que Webb a découvert n'a pas confirmé notre compréhension. Cela l'a compliqué. Dans certains cas, cela l'a contredite. Et plus nous avons regardé profondément avec ce télescope, plus les fissures sont devenues larges. Le problème commence avec un nombre, la constante de Hubble. Elle mesure le taux d'expansion de l'univers en ce moment précis. Pas dans le passé, pas dans un futur théorique, mais maintenant, aujourd'hui, à cet instant. On pourrait penser qu'un nombre aussi fondamental serait facile à déterminer. 2 méthodes, 2 équipes, le même univers, la même réponse. C'est ainsi que la science est censée fonctionner. Sauf que ce ne fut pas le cas. Et ce n'est pas la première fois. La constante de Hubble provoque des débats depuis les années 1920, lorsque Edwin Hubble lui-même l'a calculée pour la première fois. Son estimation originale était si éloignée de la réalité qu'elle rendait l'univers plus jeune que la Terre. Pendant des décennies, 2 camps d'astronomes se sont âprement disputés pour savoir si la valeur réelle était plus proche de 50 ou de 100, un désaccord si féroce qu'il a divisé le domaine en 2. Au début des années 2000, le nombre avait enfin convergé. Tout le monde s'accordait à dire qu'il était d'environ 70, à quelques unités près. La guerre était finie. Le problème de mesure était résolu. Sauf que non, car à mesure que les instruments devenaient plus précis, une nouvelle division est apparue. Plus petite que l'ancienne, mais bien plus tenace. La première méthode regarde vers le passé, très loin dans le passé. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a passé environ 4 ans et demi à cartographier le fond diffus cosmologique, la faible lueur de rayonnement résiduel de l'univers, lorsqu'il avait environ 380 000 ans. À partir de cette carte, les physiciens ont extrait les conditions de l'univers primitif, les ont intégrées au modèle standard et ont projeté les équations sur près de 14 milliards d'années pour prédire la vitesse à laquelle l'univers devrait s'étendre aujourd'hui. La réponse obtenue était d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec, soit dit en passant, représente 26 millions d'années-lumière. Donc, pour chaque 26 millions d'années-lumière que vous regardez, les galaxies s'éloignent de nous 67 km par seconde plus vite. Un chiffre net, une marge d'erreur infime, un niveau de confiance maximal. La deuxième méthode est plus directe. Au lieu de modéliser le passé et de projeter vers l'avant, elle mesure le présent. Adam Ries et son équipe, nommée CH0IS, utilisent une technique connue sous le nom d'échelle de distance cosmique. Ils commencent par mesurer la distance de céphéides variables, des étoiles pulsantes proches dont la luminosité fluctue à un rythme directement lié à leur luminosité intrinsèque. Mesurez le rythme de pulsation, calculez la vraie luminosité, comparez-la à la luminosité apparente de l'étoile depuis la Terre, et vous obtenez une distance. De là, ils s'étendent aux galaxies contenant à la fois des céphéides et un type spécifique d'étoiles en explosion appelée supernova de type Ia. Ces supernovae sont utiles car elles explosent toutes avec à peu près la même luminosité maximale. Ainsi, une fois que vous les avez calibrées avec des céphéides dans la même galaxie, vous pouvez les repérer dans des galaxies situées à des centaines de millions d'années-lumière et calculer la distance de ces galaxies. Combinez cela avec leur vitesse de récession et vous obtenez la constante de Hubble. L'équipe de Ries a obtenu 73,6, pas 67 mais 73, 6 km par seconde par mégaparsec, soit 6 km par seconde par mégaparsec, plus vite que ce que le modèle standard prédit. Cela peut sembler être une erreur d'arrondi. Ce n'en est pas une. Dans un domaine où les mesures sont couramment précises à 1% près, un écart de 8 ou 9% entre 2 méthodes indépendantes est énorme. C'est la différence entre un univers qui a environ 8 milliards d'années et un univers qui pourrait être plus d'1 milliard d'années plus jeune. Cela change la taille de l'univers observable, cela modifie le taux de séparation des galaxies. Cela modifie potentiellement la nature de l'énergie sombre
qui pousse tout à s'éloigner depuis la fin des années 1990. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Si l'univers s'étend plus vite que ne le prédit notre meilleur modèle, alors tout ce qui découle de cette prédiction se décale. L'âge de l'univers rajeunit. Les distances entre les amas de galaxies changent. La chronologie de l'allumage des premières étoiles, de la formation des premiers éléments lourds à l'intérieur des soleils mourants, des conditions propices aux planètes, à la chimie et finalement à la vie. Tout cela se décale. Vous ne faites pas seulement un ajustement sur un cadran de tableau de bord. Vous redessinez toute l'histoire de tout ce qui a jamais existé. Pendant un certain temps, les scientifiques ont supposé que quelqu'un avait fait une erreur. La théorie la plus populaire était celle de l'encombrement stellaire. Les céphéides variables ont tendance à vivre dans les disques denses et poussiéreux des jeunes galaxies. Lorsque Hubble les observait, ses caméras mélangeaient parfois la lumière des étoiles voisines, faisant paraître les céphéides plus brillantes qu'elles ne l'étaient réellement. Des céphéides plus brillantes signifient des distances calculées plus courtes. Des distances plus courtes signifient une constante de Hubble plus élevée. Si l'on pouvait éliminer ce mélange, l'argument était que la tension se relâcherait. Alors Riess a pointé le télescope spatial James Webb vers les mêmes étoiles. Webb orbite autour du Soleil à environ 5 millions de kilomètres de la Terre, bien au-delà de l'interférence de l'atmosphère et du rayonnement thermique de notre planète. Son miroir doré de 6-5 mètres recueille la lumière infrarouge avec une sensibilité qui fait passer Hubble pour une paire de lunettes de lecture. Si un télescope pouvait résoudre ce problème, c'était bien Webb. L'attente de nombreux spécialistes était que Webb atténuerait doucement la tension, que sa vision plus nette révélerait le mélange, corrigerait les distances et ramènerait la constante de Hubble en accord avec le modèle standard. Certains astronomes rédigeaient déjà la nécrologie de la crise avant même que les données n'arrivent. Les caméras infrarouges de Webb peuvent traverser la poussière et l'encombrement avec une précision que Hubble n'a jamais eue. Si le mélange était le problème, Webb le montrerait. Les céphéides sembleraient moins lumineuses à travers les yeux de Webb. Les distances s'allongeraient et la constante de Hubble reviendrait vers 67. Crise évitée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Webb a confirmé les chiffres de Hubble. Pas approximativement, mais presque exactement. Les céphéides ont la même apparence. Les distances ont tenu bon. Le taux d'expansion est resté à 73. 6. Début 2024, l'équipe Shed 0ES a publié un article dans l'Astrophysical Journal Letters annonçant qu'elle avait désormais couvert toute la gamme des observations de céphéides de Hubble avec Webb, s'étendant jusqu'à une galaxie appelée NGC 5468 à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre, 1 millier de céphéides à travers 5 galaxies hautes de 8 supernovae. La conclusion était sans équivoque. L'erreur de mesure pouvait être écartée avec une très grande confiance. Riess l'a dit simplement, avec les erreurs éliminées, ce qui reste est la possibilité que nous ayons mal compris l'univers. Lors d'une conférence en 2019 à l'Institut Kavli de physique théorique en Californie, Riess a demandé à David Gross, lauréat du prix Nobel de physique des particules, si le domaine devrait commencer à appeler cette divergence un problème. Gross l'a corrigé. Il a dit qu'il ne devrait pas l'appeler une tension et qu'il ne devrait pas l'appeler un problème. Il devrait l'appeler une crise. En décembre 2024, la crise s'était approfondie. L'équipe de Riess a publié sa plus vaste étude avec Webb à ce jour, utilisant des données collectées au cours des 2 premières années d'opération du télescope. Ils ont employé 3 méthodes distinctes pour mesurer les distances aux galaxies hautes de supernovae, recoupant les céphéides avec les étoiles de carbone et une technique appelée la pointe de la branche des géantes rouges. Les 3 méthodes concordaient avec les mesures originales de Hubble. Les 3 indiquaient un univers s'étendant plus vite que ce que le modèle standard ne le permet. Donc, soit le modèle est faux, soit quelque chose se cache dans la physique que nous n'avons pas pris en compte. Tout le monde n'est pas d'accord sur la réalité même de cette tension. Wendy Friedman, astronome à l'Université de Chicago, a passé des années à construire une échelle de distance indépendante qui repose moins fortement sur les céphéides. Son équipe utilise des types d'étoiles supplémentaires, des géantes rouges et une classe appelée étoile JAGB que l'on trouve dans des régions moins encombrées des galaxies et qui sont moins susceptibles d'être affectées par la poussière et le mélange. Lorsqu'elle a soumis sa propre analyse Webb en août 2024, ces 3 méthodes ont donné des réponses différentes. Les méthodes des géantes rouges et des JAGB se situaient autour de 68 à 70, en accord avec le modèle standard. Sa mesure des céphéides était plus élevée, proche de 72, mais avec des incertitudes plus grandes. Son résultat combiné global était d'environ 70, se situant dans une sorte de zone neutre entre les deux camps.
Saul Perlmutter, cosmologiste lauréat du prix Nobel à l'Université de Californie à Berkeley, qui a examiné les données de Friedman avant leur publication, a noté que les résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une tension au sein des mesures basées sur les étoiles elles-mêmes avant même de les comparer au fond diffus cosmologique. C'est un problème d'un autre ordre. Cela signifie que l'échelle de distance, l'outil sur lequel les astronomes se sont appuyés pendant un siècle pour cartographier l'univers proche, pourrait avoir des problèmes non résolus à sa base qu'aucun télescope ne peut résoudre. Ries a rétorqué, arguant que l'équipe de Friedman avait utilisé un sous-ensemble petit et potentiellement non représentatif de supernovae dans son analyse, ce qui pourrait biaiser les résultats vers le bas. Le désaccord entre les deux camps est devenu l'une des rivalités les plus suivies de la physique moderne. Deux équipes, toutes deux brillantes, toutes deux prudentes, toutes deux observant le même ciel, parvenant à des conclusions différentes sur ce que le ciel leur dit. Une possibilité qui ressurgit est celle de l'énergie sombre précoce. Une hypothétique poussée d'expansion supplémentaire qui se serait produite dans les quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, puis aurait disparu. Si quelque chose de ce genre s'était produit, cela aurait modifié les conditions de l'univers primitif juste assez pour décaler la prédiction de Planck vers le haut, plus près de 73, sans remettre en question les autres aspects du modèle standard qui sont corrects. Mark Kamiankowski, cosmologiste à l'université Johns Hopkins qui a contribué à développer cette idée, l'a comparé à l'univers recevant un coup de pouce inattendu juste après sa naissance. Une impulsion qui aurait eu des répercussions sur 14 milliards d'années d'expansion, altérant légèrement le taux que nous mesurons aujourd'hui. Personne ne sait si l'énergie sombre précoce est réelle. Personne ne l'a détectée, mais c'est l'une des rares idées qui pourrait résoudre la tension de Hubble sans démolir tout ce qui fonctionne. La tension de Hubble aurait suffi à elle seule, mais Webb a porté un second coup. Presque dès que le télescope a commencé à observer, il a trouvé des galaxies dans l'univers primitif qui n'auraient pas dû s'y trouver. Pas de petites galaxies faibles et naissantes, ce que le modèle standard prédisait à ces distances, mais des galaxies massives. Des galaxies vues telles qu'elles existaient seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Certaines d'entre elles rivalisaient en masse avec la Voie lactée. Une galaxie que notre propre voisinage a mis 13 milliards d'années à construire s'était apparemment assemblée en moins d'1 milliard. Mike Boylan-Colkin, astronome à l'Université du Texas à Austin, a fait les calculs dans une étude publiée dans Nature Astronomy. Il a montré que 6 des candidates galaxies les plus anciennes et les plus massives observées par Webb atteignaient la limite absolue de ce que le modèle standard permet. Pour former des galaxies aussi lourdes, aussi rapidement, presque chaque atome disponible dans leurs halos de matière noire environnants aurait dû se convertir en étoile. Dans un univers normal, ce taux de conversion est d'environ 10%. 90% du gaz ne parvient tout simplement jamais à former quoi que ce soit. Il est trop chaud, ou il est expulsé par le rayonnement, ou il dérive simplement. Ces galaxies semblaient fonctionner à 100% d'efficacité, comme une usine qui transforme chaque morceau de matière première en produit fini, sans aucun déchet. La physique ne fonctionne pas ainsi, pas dans aucun modèle que quiconque avait construit. La réaction initiale fut franchement l'alarme. Si des galaxies aussi massives s'étaient réellement formées aussi rapidement, alors nos modèles de formation des galaxies sont profondément incomplets ou le modèle standard de la cosmologie lui-même doit être révisé. Certains physiciens ont proposé que de nouvelles particules ou forces aient pu exister dans l'univers primitif, accélérant la formation stellaire au-delà de tout ce que les modèles actuels prévoient. Puis vint une correction. Catherine Chervin, étudiante diplômée également à l'Université du Texas, a dirigé une étude publiée à la Mi-2024 qui a réexaminé les données. Elle a découvert que de nombreuses galaxies apparemment surmassives étaient trompées par leur propre trou noir. Ces galaxies, surnommées petits points rouges en raison de leur couleur et de leur taille compacte, abritaient des trous noirs qui dévoraient rapidement du gaz. Le frottement de toute cette matière en chute libre la chauffait à des températures extrêmes. Et cette chaleur rayonnait vers l'extérieur sous forme de lumière, beaucoup de lumière, se mélangeant à la lumière stellaire de la galaxie elle-même. À des milliards d'années-lumière, à travers les caméras de Webb, une galaxie avec un trou noir affamé en son centre semble presque identique à une galaxie avec 10 fois plus d'étoiles. Le télescope voit la luminosité, et la luminosité est généralement un indicateur fiable de la masse. Généralement. Dans ces cas, le trou noir faisait le travail de milliards de soleils, gonflant la taille apparente de la galaxie comme une lampe de poche attachée à une bougie. Une fois ces petits points rouges retirés de l'échantillon, les galaxies restantes correspondaient aux prédictions du modèle standard. Steven Finkelstein, le conseiller de Chervin, a été direct à ce sujet. Il n'y a pas de crise en termes de modèle cosmologique standard, a-t-il dit, du moins pas à cause des galaxies. Mais l'histoire ne s'est pas terminée proprement là. Même après avoir retiré les petits points rouges, environ 2 fois plus de galaxies massives subsistaient que ce que le modèle standard n'en attend.
Pas assez pour briser le modèle, mais assez pour le tordre. Chervin a suggéré que les étoiles se sont être formées plus rapidement dans l'univers primitif qu'aujourd'hui, que les conditions plus denses peu après le Big Bang ont rendu plus difficile l'échappement du gaz pendant la formation des étoiles, permettant au processus de s'accélérer. Une explication raisonnable, mais qui nécessite encore des ajustements à la façon dont nous pensons que les galaxies ont grandi. Et puis, début 2025, Webb a trouvé autre chose. Une galaxie spirale massive rapidement surnommée la Grande Roue qui existait dans les 2 premiers milliards d'années de l'univers. La structure spirale prend du temps à se développer. Elle nécessite une croissance relativement calme et ordonnée, pas la fusion chaotique que l'on attendrait dans un jeune univers. Teminia Nanayakara, l'une des astronomes qui l'a découverte à l'université de technologie de Swinburne, a déclaré que la galaxie avait soit assemblé sa masse d'une manière exceptionnellement nette, soit formé la plupart de ses étoiles sur place sans les collisions violentes qui construisent généralement les grandes galaxies. L'une ou l'autre explication remet en question la pensée conventionnelle. Pendant ce temps, une équipe distincte à Cambridge a utilisé Webb pour étudier plus de 250 galaxies de cette même époque et a trouvé le modèle opposé. La plupart d'entre elles étaient des systèmes chaotiques, turbulents, grumeleux, qui ne s'étaient pas installés en disque lisse en rotation. Ainsi, l'univers primitif contenait à la fois des galaxies adolescentes désordonnées et au moins une spirale remarquablement mature coexistante à la même époque. Ce n'est pas une contradiction que le modèle standard gère avec aisance, et rien de tout cela n'aborde les galaxies allongées. Une étude publiée dans Nature Astronomy fin 2025, dirigée par Alvaro Poe et incluant des chercheurs du MIT, de Harvard et de Taipei, a révélé que de nombreuses jeunes galaxies observées par Webb apparaissent étonnamment étirées, comme des cigares cosmiques. Ces formes prolates ne correspondent pas aux prédictions du modèle de la matière noire froide, qui est l'épine dorsale de la cosmologie standard. Elles correspondent cependant aux prédictions des modèles alternatifs de matière noire tiède et de matière noire ondulatoire, dans lesquels les filaments de la structure à grande échelle de l'univers sont plus lisses, permettant aux gaz et aux étoiles de s'écouler le long d'eux en flux allongés. Cette distinction est plus importante qu'il n'y paraît. La matière noire froide n'est pas seulement un ingrédient du modèle standard, c'est l'échafaudage. Elle détermine où les galaxies se forment, comment elles s'agglomèrent, à quoi ressemble la structure à grande échelle de l'univers, aux plus grandes échelles. Si les particules de matière noire sont plus légères ou se comportent différemment de ce que le modèle froid suppose, les ondulations de ce changement se propageraient à travers presque toutes les prédictions de la cosmologie. Cela modifierait la masse des amas de galaxies. Cela décalerait la distribution attendue des galaxies naines autour des plus grandes, une distribution qui est déjà une source de tension depuis des années. Cela changerait la façon dont la lentille gravitationnelle courbe la lumière autour des objets massifs. Vous ne pouvez pas échanger les fondations d'un bâtiment et vous attendre à ce que les murs restent en place. Alors, où cela nous mène-t-il? Le modèle standard n'est pas mort, loin de là. Il explique toujours le fond diffus cosmologique avec une précision extraordinaire. Il a prédit l'abondance d'hydrogène et d'hélium dans l'univers. Il rend compte de l'agglomération des galaxies sur des milliards d'années-lumière. Aucun modèle concurrent ne peut égaler son bilan, mais il développe des fractures qui n'existaient pas il y a 10 ans. La tension de Hubble refuse de disparaître. L'univers primitif produit des galaxies plus grandes, plus structurées et plus étranges que prévu. La nature de la matière noire, qui constitue environ 27% de tout ce qui existe, pourrait ne pas être ce que nous avons modélisé au cours des 25 dernières années. Et l'énergie sombre, les 68% de l'univers responsable de son expansion accélérée, reste un nom générique pour quelque chose que nous ne pouvons ni identifier, ni mesurer directement, ni expliquer. Il y a même une deuxième tension plus discrète dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler. C'est la tension Schwitt. Et elle concerne la grumellosité de l'univers. Le modèle standard prédit une certaine quantité d'agglomération dans la distribution de la matière à travers l'espace. Lorsque les astronomes mesurent directement cette agglomération, ils en trouvent systématiquement un peu moins que ce que le modèle n'attend. Adam Ries l'a appelé la petite sœur de la tension de Hubble. Moins dramatique, mais à surveiller. Si les deux tensions s'avèrent réelles, elles pourraient être les symptômes du même problème sous-jacent. 2 fissures dans le même mur. Adam Ries l'a formulé avec prudence en décembre 2024, comme il le fait souvent. La divergence entre le taux d'expansion observé et les prédictions du modèle standard suggère que notre compréhension de l'univers pourrait être incomplète. 2 télescopes phares de la NASA confirment maintenant mutuellement leur découverte. Nous devons prendre ce problème au sérieux. Ce qui est remarquable à ce moment de la cosmologie, c'est que l'anxiété est productive. Personne ne panique. L'ambiance générale est plus proche du sentiment que l'on éprouve lorsqu'on assemble un puzzle depuis des années, confiant d'avoir la bonne image,
puis que l'on trouve une pièce qui ne s'adapte nulle part. Cela ne signifie pas que le puzzle est faux. Cela signifie que l'image sur la boîte n'est être pas l'image complète. De nouveaux instruments arrivent, le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA mènera des relevés à grand champ conçus spécifiquement pour étudier l'énergie sombre. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne cartographie déjà la géométrie de l'univers à une échelle qu'aucun télescope n'a jamais tenté auparavant. Les futures publications de données du télescope spatial Gaia permettront aux astronomes de calibrer les distances des céphéides avec une précision géométrique, éliminant ainsi une autre source potentielle d'erreur. Et le télescope de cosmologie d'Atacama a déjà produit la carte terrestre la plus détaillée du fond diffus cosmologique jamais réalisée, augmentant légèrement l'estimation de Planck, mais pas assez pour combler l'écart. Nous vivons au cœur d'une question. L'univers le plus précisément mesuré de l'histoire nous dit deux choses différentes en même temps. Et les deux semblent être correctes. Quelque chose dans l'espace entre le début et maintenant, dans ces 14 milliards d'années que nous n'avons jamais directement observé, fait quelque chose que nous ne comprenons pas. Un ingrédient que nous n'avons pas identifié. Un processus que nous n'avons pas modélisé. Une propriété de l'espace-temps que nous n'avons pas imaginée. La cosmologie a déjà été confrontée à cela. Dans les années 1990, le domaine a failli s'effondrer sous le poids d'une autre contradiction. Des mesures suggérant que l'univers était plus jeune que ses plus vieilles étoiles. Cela n'avait aucun sens. Les étoiles ne pouvaient pas être plus vieilles que la chose dans laquelle elles vivaient. Puis vint la découverte que l'expansion de l'univers s'accélérait, poussée par l'énergie sombre, et toute l'image a pris sens. Ce qui ressemblait à un défaut fatal s'est avéré être l'ombre de quelque chose d'énorme que personne n'avait encore vu. C'est ça, les crises en physique. Elles ressemblent à des fins. Elles s'avèrent presque toujours être des portes. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous tenir en dehors de l'univers et observer ce moment, vous verriez une espèce sur une petite planète rocheuse orbitant autour d'une étoile quelconque dans la banlieue d'une galaxie de taille moyenne, utilisant des miroirs et des mathématiques pour discuter de la question de savoir si la réalité s'étend 6% plus vite qu'elle ne le devrait et s'en inquiétant sincèrement. C'est soit absurde, soit magnifique. Et je pense que ce pourrait être les deux. Ce n'est pas un échec. Honnêtement, c'est le contraire. C'est à cela que ressemble une science lorsqu'elle atteint la limite de ce qu'elle sait et continue de pousser. L'univers n'est pas cassé. Notre carte est simplement incomplète. Et la prochaine version, quelle que soit sa date d'arrivée, sera plus étrange et plus belle que tout ce que nous avons dessiné jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.